Aujourd'hui, on va parler d'Albert Michelson, en prononçant correctement, ou Michelson, le fils de Michel, littéralement. Albert Michelson, né en 52 en Prusse, en Posnanie, et mort en Californie. C'est un Américain, hein. Il est d'origine allemande, voilà, c'est la Pologne maintenant, ça. Salut, Nicky Larson. Mais c'est un Américain. Premier Américain à recevoir le prix Nobel. Voilà, sa famille émigre aux États-Unis en 1855, quand il a 3 ans. Donc voilà, il est beaucoup plus américain que allemand. Il fait l'école navale des États-Unis. Voilà, il a une formation militaire et devient instructeur en physique-chimie après 2 ans aux Antilles. Là, on le voit avec sa casquette là, de la marine. Son influence scientifique est particulièrement importante en optique. Ses travaux le menèrent à mesurer à grande précision la vitesse de la lumière entre 1924 et 1926. Voilà, il effectue des mesures entre deux montagnes, ça c'est assez classique, distant de 35 km. Et il obtient une mesure très précise, qui est très bonne, très proche de la... Maintenant c'est 780, quoi, c'est fixé à 792, 458 je crois derrière. Donc là voilà, il est pas loin, il a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres qui sont corrects. Donc c'est une mesure déjà très précise. Et surtout, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, il crée en 1881 son interféromètre. On va parler un peu d'interférométrie. Et c'est grâce à cette expérience-là qu'il va récupérer le prix Nobel de physique. Il est mort à Pasadena. Il a quelque chose à voir avec le Caltech qui est dans cette ville. Je sais pas. Effectivement, Pasadena. Après, il est mort en 31. Caltech, je sais pas quand ça a été fondé. Voilà, l'Institut de technologie de Californie. Ouais, c'est créé avant, en 1891. Donc peut-être qu'ils travaillaient là à la fin. Ils en parlent ou... Tac. Il travaille à Chicago. Bon, il y a sûrement un lien, s'il est mort là. Après, il a peut-être envie de finir ses vieux jours au soleil, sous le soleil californien. Voilà, la résolution de son interféromètre en 1881 était trop proche de l'écart qu'il voulait mesurer. On va revenir en détail là-dessus, hein. Et en s'associant avec Édouard Morley, en 1887, voilà Morley, professeur de chimie, mais qui a fait de l'optique aussi, et qui est surtout connu pour sa contribution à l'interféromètre. On parle après d'expérience de Michelson-Morley. Et donc en 87, 6 ans après, ils arrivent à une conclusion. C'est qu'il y a un problème avec une hypothèse qui est très utilisée à l'époque, qui est l'hypothèse de l'éther. Donc on va parler de l'éther. Je ne sais pas s'il y a un lien là. Voilà, l'éther. On parlera de ça. Et donc il construit un interféromètre de Michelson, pour faire des mesures de la vitesse de la lumière. Et il va regarder si la vitesse de la Terre par rapport au Soleil, et donc par rapport à l'éther, on va parler de l'éther après, a une influence ou pas. Voilà, avec l'interféromètre de Michelson. Ça, c'est la version moderne, c'est ce qu'on utilise en TP avec les étudiants, typiquement. Donc il y a plein de petites vis pour régler les miroirs. Je vais vous faire un schéma, on va en parler en détail aussi. Et c'est ce qui va donner voilà, cette expérience de Michelson et Morley. Tac, tac, tac. Celui-là, je vais me le mettre de côté aussi. C'est ce qui va permettre de donner de très fortes indications comme quoi l'éther n'existe pas et que la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement choquant, d'extrêmement contre-intuitif. Et c'est ce qui va donner le point de départ à la relativité restreinte. Donc voilà, c'est Lorentz qui va interpréter, qui va donner les équations mathématiques qui permettent de comprendre ce qui se passe avec cette expérience de Michelson et Morley. Il va donner une interprétation physique qui n'est pas tout à fait la bonne, avec des contractions de longueur, des contractions réelles dans le référentiel de mesure. Mais celui qui va donner la bonne solution, c'est Einstein, avec le fait que la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel. Et pour Einstein, il n'y a pas d'éther, alors que pour Lorentz, il y en a un. Et pour Einstein, il n'y a pas de contraction réelle, c'est juste une contraction qui est vue d'un référentiel à un autre. Donc ça, on en parlera un petit peu à la fin. Je vais pas me lancer à la fin dans des
de grandes considérations sur la relativité restreinte. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Là, il y a déjà pas mal à dire sur l'éther et sur Michelson. Alors déjà, l'éther, qu'est-ce que c'est? Alors, ça a désigné plusieurs choses différentes. Voilà, c'est des substances subtiles, distinctes de la matière et permettant de fournir ou transmettre des effets entre les corps. En gros, c'est quelque chose qui est un peu partout dans l'espace et qui permet de transmettre des forces, par exemple, la force de gravité. Ça gênait beaucoup Newton de se rendre compte que les planètes et les étoiles avaient des influences gravitationnelles les unes sur les autres, à distance, alors qu'il y avait du vide entre les deux. Et lui, il aimait bien décrire les choses avec des particules. Il avait une vision particulière de la lumière, hein. Pour lui, la lumière, c'était des petits grains qui se baladaient. Il avait déjà un petit peu cette notion de photon, Newton. Même si après, il en a déduit des conclusions qui n'étaient pas bonnes par rapport aux expériences, mais il avait cette envie qu'il y ait une transmission entre le Soleil et la Terre de la gravité. Et donc pour ça, il fallait une sorte de substance qui remplisse l'espace. Et donc ça, c'était l'éther. Donc voilà, les effets de l'éther, se font sur les trajectoires des planètes. Voilà la transmission de la force gravitationnelle pour Newton. Et ce qui nous intéresse ici, le transport de la lumière. Donc avec Descartes. Descartes, déjà, il parlait des trajectoires des planètes. Et Descartes, hein, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'optique. Voilà, il y a Descartes, Hooke, à nouveau Newton. Newton, il a fait de l'optique aussi. Et ensuite, quand on s'est intéressé à l'électromagnétisme, pareil, il y a les équations de Maxwell qui arrivent un peu plus tard. Ce sont des équations qui décrivent des ondes. Et dans tous les phénomènes physiques, l'onde, c'est la variation locale d'une certaine grandeur et d'un certain milieu. Là, l'onde sonore que vous recevez à vos oreilles, elle vient de la variation de pression ou de densité des deux, hein, de pression et de densité de l'air. Et donc, vous avez une onde comme ça qui se propage. Vous avez un milieu qui est le support de l'onde. Et la lumière qui se transmet dans le vide, entre le Soleil et la Terre, il y a du vide. Ça gênait un peu qu'il n'y ait pas de support. Et donc, ce support, on l'a appelé l'éther. Voilà, il y a une certaine fréquence, donc vous avez une certaine oscillation. Je peux déjà commencer à faire des schémas. Vous avez une certaine oscillation, par exemple de la pression. Vous avez quelque chose comme ça, là. Donc ça, c'est, j'ai tracé, par exemple, la pression en fonction de la distance. Là, vous repérez la distance par une variable x et vous tracez la pression. Et la distance entre deux maximums, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et c'est relié à la fréquence. Plus la fréquence est grande, plus ça va être resserré, et donc plus la longueur d'onde va être petite. Vous avez cette relation inverse entre fréquence et longueur d'onde. Et donc voilà, il y a la pression pour les ondes sonores, il y a, je sais pas, la hauteur de l'eau pour les ondes à la surface de l'eau, les ondes de surface. Vous avez la densité d'un élastique aussi, qui peut la hauteur d'une corde, une corde qui oscille. Voilà, à chaque fois, il y a une grandeur physique, concrète, matérielle, qui oscille. Et là, pour la lumière, il n'y a rien, a priori, c'est de l'air. Donc ça, on ne trouvait pas ça normal, c'était pas gênant. C'était gênant, donc les scientifiques du 19e siècle, ils se sont appuyés sur cette notion d'éther, qui était le support. Et donc, comme ça transmet la lumière, on appelait ça l'éther luminifère. Et voilà, donc on a développé, il y a eu plein de théories qui ont été développées là-dessus. Donc c'était une sorte de fluide avec des propriétés. Et voilà, les équations de Maxwell qui décrivent les ondes électromagnétiques. Ben, on a bien envie qu'elles s'appuient sur un support, et ce support, c'est l'éther. Dès l'Antiquité, on avait... donc l'éther, hein, c'est un dieu primordial de la mythologie grecque. Quand on parle de l'éther pour un ciel pur, hein, ça vient de là. Alors déjà, Descartes, il utilise l'éther. Donc pour lui, c'est une matière subtile composée de petits globules, de minuscules globules transparents. Donc c'est un peu comme l'air. D'ailleurs, il y a des gens, un peu plus tard, qui diront que l'éther, tout simplement, c'est l'air, et qu'il y a un peu d'air, en fait, dans l'espace. Voilà, tout ça, ça s'est révélé être faux, hein, bien sûr. Voilà, ça permet de décrire le mouvement des planètes de manière mécaniste, en réfutant l'existence du vide, envisagé comme un néant. Ça plaisait pas à Descartes. Ce même éther était supposé transmettre instantanément la lumière sous la forme d'une pression. Vous voyez l'analogie entre onde
sonores et ondes lumineuses. Et à l'époque, on ne se rendait pas compte que la lumière avait une vitesse finie et pas infinie. Ensuite, Newton, il fait la même chose avec les forces gravitationnelles. Pour lui, c'est gênant que ça se transmette instantanément d'un corps à l'autre sur des distances très grandes. Et donc, il utilise cet éther pour avoir un support matériel. Alors, il conçoit une espèce d'esprit très subtil qui pénètre à travers tous les corps solides. Voilà, c'est un truc un peu fantomatique. Ajoutant que c'est par la force et l'action de cet esprit que les particules des corps s'attirent mutuellement. Un éther mécanique emplissant l'espace et permettant la transmission de la force gravitationnelle. Cet éther est médiateur de la force gravitationnelle, mais n'y est pas soumis, et semble soustrait aux caractéristiques et principes physiques énoncés dans les Principia. Donc c'est un peu bizarre, c'est matériel, ça a une présence dans l'espace, une position, etc. Pour Descartes même, c'est des petites particules. Mais d'un autre côté, c'est pas soumis aux lois des corps matériels. Donc c'est un petit peu bizarre. Salut Bravinium, bienvenue. Donc là, on attaque ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'éther luminifère. Donc ça, c'est un milieu qui diffuse la lumière, qui est considéré comme une onde. Au 19e siècle, il y a toutes les expériences qui montrent que la lumière, c'est une onde. La difficulté étant d'élaborer une théorie cohérente rendant compte de toutes les observations faites sur la lumière, alors qu'aucune expérience ne permettait de mettre en évidence les propriétés de l'éther, considéré comme fluide ou milieu physique. Okay, donc c'est quelque chose qui remplit l'univers, etc. Ça, on a déjà vu. Pour Ampère, un éther universel impondérable est composé de deux électricités de signes opposés, expliquait la force entre les circuits électriques. Donc voilà, la transmission des champs électriques et des champs magnétiques. On a compris plus tard que c'était la même chose que la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc ici, là, à la place de la pression, je pourrais tracer le champ électrique, par exemple. Une certaine composante du champ électrique. Je peux faire exactement le même schéma. Voilà, vous avez, suivant la fréquence. Voilà. Ça permet de définir les oscillations du champ électrique. Quand vous captez de la lumière ou quand vous captez une onde radio ou des infrarouges, etc., quand il y a des effets magnétiques entre les circuits électriques, de l'induction, tout ça, ce sont des ondes électromagnétiques. Et qui dit onde dit un support, a priori. On n'aime pas trop l'idée que ça se transporte dans le vide. Voilà, c'est utilisé pour... voilà, il y a la vibration de l'éther qui transmet l'onde, qui permet d'avoir de la diffraction, des interférences, etc., qui transmet la chaleur. Donc Laplace, vous voyez, c'est que des très grands noms là. Donc c'est pas des gens un peu obscurs qui ont des idées farfelues. C'est les plus grands scientifiques qui utilisent ce concept d'éther. Laplace émet l'hypothèse d'un éther appelé calorique et produisant une force répulsive entre les particules de matière et qui permettait de rendre la théorie corpusculaire de la lumière cohérente avec la double réfraction de Huygens. Donc Laplace, lui, il était un peu dans le futur. Il commençait déjà à essayer de réconcilier le point de vue ondulatoire et le point de vue corpusculaire, la fameuse dualité onde-particule, onde-corpuscule de la lumière. Et pour ça, il utilisait l'éther. Pour rendre compte de la polarisation, Fresnel a considéré l'éther comme solide et élastique. La polarisation, vous vous souvenez, là j'ai tracé une composante de E, mais en fait E c'est un vecteur, c'est une flèche dans l'espace. Et donc cette flèche, elle a une certaine direction, et vous imaginez que, voilà, elle fait quelque chose comme ça, là. Elle oscille comme ça. Voilà, là vous avez une polarisation rectiligne. Donc la flèche, elle est dans un sens, ensuite dans l'autre, etc. Et cette oscillation, c'est l'onde électromagnétique. Vous avez le champ magnétique qui fait pareil, dans une direction perpendiculaire. Et donc pour comprendre ça, pareil, il y avait besoin de l'éther, et notamment d'un éther avec des propriétés de solide élastique, pour qu'il y ait cette transmission, ces vibrations un peu dans tous les sens. C'est un milieu élastique. Et en même temps, alors c'est ça qui était un petit peu gênant quand même, c'est que d'un côté, il faut que ce soit extrêmement rigide, parce que la lumière, elle se propage sur des distances incroyablement grandes, et donc il faut pas qu'il y ait d'amortissement en fait. Et la plupart des milieux qui sont trop mous, ils ont tendance à amortir l'onde
et vous ne pouvez pas avoir de propagation comme ça de la lumière sur des distances astronomiques. Donc il faut que ce soit très rigide pour transmettre l'onde très loin. Et en même temps, bah, vous avez les planètes, la Terre qui tourne autour du Soleil, elle passe à travers les terres et elle ne le sent pas en fait, vu qu'elle il n'y a pas de frottement. Elle continue à tourner depuis des millions d'années il n'y a aucun frottement. Donc l'éther, il est à la fois très rigide et en même temps, il laisse passer les planètes comme s'il était ultra transparent. Donc il y a un truc qui va pas. On sent qu'il commence à y avoir un problème là. Voilà, il faut une très faible viscosité et en même temps, il faut que ce soit super rigide. Donc c'est un petit peu bizarre. Voilà, donc il y a encore des grands noms, hein, Helmholtz, Thomson, Faraday, qui ont étudié l'éther, etc. Et voilà, on arrive à la mort de l'éther, l'expérience de Michelson-Morley. Et la mort d'autre chose peut-être encore plus fondamentale, qui est la relativité galiléenne, qui est la relativité classique qu'on met en évidence par les expériences à notre échelle, à nos vitesses classiques. C'est l'exemple habituel qu'on donne. Vous êtes dans un train, vous êtes dans un wagon là. Le train, il va à 100 km/h et vous lancez une balle devant vous et vous la lancez à 30 km/h par rapport à vous. La vitesse du train, ça c'est la vitesse de la balle par rapport au train. Ça, c'est la vitesse du train par rapport au sol. Et si on veut calculer la vitesse, donc on va ajouter les deux hein, pour calculer la vitesse de la balle par rapport au sol. Vitesse de la balle par rapport au train, plus ça va donner la vitesse de la balle par rapport au sol. Et ça vaut 130 km/h. Voilà, vous êtes dans un train qui va à 100 km/h, vous lancez la balle dans la même direction, à 30 km/h par rapport au train. La balle par rapport au sol, elle va à 130 km/h, vous ajoutez les vitesses. Et bien ça, croyez-le ou non, c'est faux. C'est faux. C'est quasiment vrai à nos vitesses. Ça, c'est la relativité donc, galiléenne. Et on sait que c'est faux. Hein. Maintenant, on utilise la relativité restreinte, donc la relativité einsteinienne, si vous voulez. Et pour Einstein, hein, vous avez une autre formule. Là, ce que vous ajoutez, en fait, c'est les rapidités. Ou alors, vous avez une formule. Voilà, vous faites V1 plus V2 sur 1 plus V1, V2, peu importe. Voilà, ça, c'est la formule. Et vous voyez que si les vitesses sont très petites, ce terme, il s'annule. Et donc, on retrouve la somme V1 plus V2. Voilà, vous embêtez pas avec la formule. C'est juste que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus subtil. C'est compatible avec ce qu'on a, nous, en relativité galiléenne, mais c'est un peu plus compliqué. Et en particulier, un autre aspect de tout ça, c'est que la vitesse de la lumière est constante, égale constante. Donc elle ne dépend pas du référentiel. Si vous avez des référentiels galiléens, donc qui sont en vitesse constante, la vitesse de la lumière dans ces référentiels est constante. C'est la même partout. Et ça, c'est très bizarre, parce qu'on pourrait se dire, j'ai un vaisseau spatial qui va très vite. Si j'imagine qu'il y a des phares devant ce vaisseau spatial, s'il va à la moitié de la vitesse de la lumière, et que j'éclaire devant moi, j'ai un demi de la vitesse de la lumière plus la vitesse de la lumière. Et donc ça fait 3 demi, ça fait 150% de la vitesse de la lumière. Si j'applique cette formule de Galilée, là, je dois trouver quelque chose qui n'est pas constant. Il se trouve que cette formule est fausse et c'est celle-là qu'il faut appliquer. Et si vous mettez une des deux vitesses qui est égale à c, vous trouvez à nouveau c. Vous trouvez la vitesse de la lumière là-dedans. Ok. Et donc tout ça, ça vient d'une expérience de Michelson et de Morley. Ils utilisent un interféromètre. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et donc je vais vous refaire ce schéma-là un peu plus au clair. Tac. On envoie de la lumière et on va séparer cette lumière en deux. Donc vous envoyez de la lumière sur une lame séparatrice qui c'est un peu comme une lame qui est à moitié transparente et à moitié qui fait office de miroir à moitié. Donc vous envoyez de la lumière là-dessus. Et donc il y en a une partie qui va rebondir comme sur un miroir, qui va aller vers le haut, et une partie qui va traverser. Et là, on met un autre miroir, un vrai miroir cette fois. Donc là, il y a 100% qui rebondit. Je le décale un peu pour que ce soit clair. Hop.
Voilà, donc première possibilité, la lumière rebondit comme sur un miroir. Elle tape sur le miroir du haut et ensuite elle traverse. Et deuxième possibilité, c'est l'inverse. D'abord, elle traverse. Elle va rebondir sur un autre miroir ici. Hop, elle rebondit là. Et ensuite, sur la lame semi-réfléchissante, là, elle rebondit et elle descend. Alors pourquoi on fait tout ça, vous allez me dire? Eh ben, l'intérêt là, c'est que vous voyez, les deux là vont dans la même direction et on va pouvoir faire des interférences avec ça. Qu'est-ce que c'est que des interférences? Ben, ici, là, si vous avez une certaine onde et que vous en ajoutez une deuxième, vous voyez, il y a deux ondes lumineuses là, l'une sur l'autre. Imaginez que j'ajoute la première onde comme ça, en phase avec la première. Ben, vous imaginez bien que la somme des deux, ça va donner quelque chose d'assez grand. Donc vous allez avoir quelque chose de très lumineux. Maintenant, à l'inverse, imaginez qu'il y a un petit décalage, qu'elles sont en opposition de phase, comme ça. Là, si je fais la somme des deux, si le 0 est là, bah, les maximums de l'une vont se compenser avec les minimums de l'autre. Et donc, au final, j'ai plus de lumière en sortie, j'ai une zone sombre. Et c'est exactement ce qu'observe Michelson. Voilà, ce genre de résultat. Vous voyez, des franges lumineuses, sombres, etc. Avec des décalages à cause des longueurs d'onde, vous avez des décalages de lumière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sombre, lumineux, sombre, lumineux. Vous l'avez aussi sous forme de cercle. Vous voyez, vous avez des cercles lumineux, lumineux, sombre, etc. Donc on dit que les interférences sont soit constructives, quand on ajoute les signaux en phase, soit destructives. Et ça, c'est génial pour mesurer de toutes petites distances. Pourquoi? Parce que ici, là, le décalage entre les ondes, bah, il dépend du trajet parcouru. Il dépend du temps de parcours, en fait. Et donc, si vous avez exactement la même distance sur le trajet rouge et le trajet bleu, elles vont arriver en phase, donc vous allez avoir une interférence constructive. Mais si vous décalez un tout petit peu, vous allez voir les franges défiler. Vous allez voir une frange sombre à la place d'une frange brillante, par exemple. Et donc, les mesures par interférométrie, comme ça, en faisant des interférences, ça permet de détecter de toutes petites distances, de toutes petites variations de distance. C'est ce qu'on fait avec les ondes gravitationnelles aujourd'hui. On a des bras LIGO, la Virgo, ce genre d'expérience. Vous faites interférer des rayons et vous détectez de toutes petites vibrations infimes. Grâce aux interférences, on arrive à les voir. Donc voilà le principe d'un interféromètre et des interférences. Donc vous avez des franges lumineuses, sombres, qui alternent comme ça. Et donc l'expérience de Michelson et Morley, qu'est-ce que c'est? C'est une tentative de démontrer l'existence de l'éther. À l'époque, vous avez vu tous les grands noms qui travaillent là-dessus. On était persuadé que l'éther existait. Et donc Michelson et Morley, eux, ils veulent démontrer l'existence de l'éther. Et pour ça, ils vont mesurer la différence de la vitesse de la lumière, suivant si on envoie ça dans le même sens que la vitesse de la Terre. La Terre, elle se déplace dans l'espace, autour du Soleil. Et on a vu que, à l'époque, on utilise la relativité galiléenne. On a vu que les vitesses s'ajoutent. Donc si vous ajoutez la vitesse de la Terre et la vitesse de la lumière, vous avez une certaine valeur qui est plus importante que si vous avez de la lumière qui se déplace perpendiculairement. Et c'est ça l'expérience de Michelson et Morley, c'est regarder quelle est la vitesse de la lumière dans une direction et dans une autre. Si tout est fixe, si rien ne bouge, et qu'on a bien réglé les deux miroirs là, à la même distance, les trajets lumineux parcourent la même distance, ils arrivent en phase, les interférences sont constructives, on a une frange brillante. Mais si ça bouge, si la Terre bouge dans l'espace par rapport à l'éther, eh ben, on a une vitesse de la lumière par rapport à l'éther, et à laquelle il faut ajouter la vitesse de la Terre, en utilisant cette loi de Galilée, la relativité de Galilée. Et donc en faisant ça, on est censé avoir un trajet qui est plus court que l'autre. Le problème, c'est que c'est infime. C'est l'écart temporel. Je vous montre un peu le... Voilà, vous voyez, vous calculez le temps de trajet dans la direction de la Terre, le temps de trajet dans l'autre direction, et vous voyez que ça ne donne pas le même résultat. Il y a un 2 ici, là, et là, il n'y en a pas.
Et donc, on peut regarder l'écart temporel. Et on trouve quelque chose qui est minuscule. Voilà, la valeur, elle est là. 10 puissance moins 15 secondes. Donc, un millionième de milliardième de seconde. Donc, vous ne pouvez pas prendre votre chronomètre et essayer de détecter la différence. Il faut utiliser les interférences. Voilà pourquoi on utilise un interféromètre de Michelson. Donc, voilà voilà l'écart temporel qu'on est censé vérifier. Et s'il y a un écart, on est censé voir un décalage ici. Donc là, je vais essayer de le faire carrément là-dessus. Là. Hop. Vous avez une certaine... Alors, je vais les faire en... Je vais respecter les couleurs. Vous avez une onde qui a une certaine allure, comme ça. Hop. Et vous avez la deuxième onde qui se superpose. Je vais essayer de respecter à peu près la fréquence. Vous avez les deux ondes, là. Si elles arrivent en phase, voilà, elles se superposent. Ça, c'est parfait. Ça fait une onde très lumineuse. Vous avez une frange brillante. Mais maintenant, si on décale une des deux distances, parce que, par exemple, il y a un des trajets qui va plus vite, parce que c'est dans le sens de la Terre, c'est entraîné par la Terre. La Terre a une certaine vitesse par rapport à l'éther. Et là, vous avez un décalage. Il y en a une qui arrive plus tôt ou plus tard. Et donc, ça se décale comme ça. Et vous pouvez avoir une frange qui qui était brillante et qui devient sombre quand on a la mauvaise superposition. Donc là, vous avez une frange brillante, une frange sombre. Si vous décalez encore, hop, vous voyez, on retrouve une frange brillante, à nouveau une frange sombre, à nouveau une frange brillante, à nouveau une frange sombre, etc. C'est pour ça que vous avez une alternance. Vous avez les cercles là qui alternent comme ça. Là. Une frange brillante, une frange sombre. C'est parce que les ondes, elles arrivent en phase, elles se décalent. Après, elles se redécalent tellement qu'elles redeviennent en phase. Ensuite, ça redevient en opposition de phase, etc. etc. Ok? On y est presque. Accrochez-vous, c'est la fin. 10 puissance moins 15 secondes. Il se trouve que dans leur expérience, ça correspond à un décalage de 0,2 franges. Donc un petit décalage d'un cinquième de frange. Donc si je refais ce que je faisais là, voilà, là vous avez la frange 0 si vous voulez, là vous avez la frange 1, la frange 2, la frange 3. Et bien eux, ils sont censés détecter non pas 1,5 ou 1, mais 0,2, donc un petit décalage comme ça. Voilà, si vous regardez ici, là, vous voyez, il y a 0,2 d'écart à peu près. Il y a 20% de la longueur d'onde. Voilà ce qu'ils sont censés détecter en connaissant la vitesse de la Terre par rapport au Soleil, par rapport au milieu ambiant, qui est censé être l'éther. Et eux, ce qu'ils observent, c'est ça. Aucun décalage. Et ça, c'est incroyable parce que la Terre, elle va bien à une certaine vitesse. Tous les calculs sont bons. L'expérience, elle est bonne. Alors au début, ils ont des petits problèmes de précision de l'expérience. C'est un peu, voilà, les franges, elles bavent, ça bave de partout. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils observent. Donc ils ne sont pas sûrs qu'ils ont un résultat négatif. Mais plus ça va, et plus on se rend compte que l'écart attendu, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que l'écart qui est mesuré. Et on finit par se rendre compte que l'écart mesuré, en fait, il est nul. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas de différence. La lumière, elle va à la même vitesse que vous alliez dans le sens de la Terre ou dans le sens perpendiculaire. Que vous preniez le trajet rouge ou le trajet bleu, c'est la même distance. Et comme la lumière va à la même vitesse, elles arrivent en même temps, les ondes. Et donc, il n'y a pas de décalage. Zéro décalage, alors qu'il est censé en avoir un, vu que la Terre, elle avance dans ce sens-là. Et donc, ça, c'est très, très surprenant. Voilà, et il conclut ça. S'il y a un mouvement relatif entre la Terre et ce fameux éther luminifère, il doit être petit. Et en fait, l'interprétation, elle est carrément plus radicale que ça. C'est Mach qui va évoquer ça en premier. Il va dire qu'il faut carrément rejeter le concept d'éther. Ensuite, Lorentz, on en a parlé, Lorentz, il a eu le prix Nobel. Lui, il va vraiment décrire mathématiquement ce qu'il faudrait qu'il se passe pour expliquer cette expérience au résultat si bizarre. Et donc lui, il parle de contraction de longueur, sauf qu'il parle de contraction réelle de longueur. Et ça, on se rendra compte plus tard que ça n'a pas vraiment de sens, parce que si vous imaginez une table qui va très vite, si elle est vraiment contractée,
ça n'a pas trop de sens. Vous pouvez pas le mesurer parce que pour le mesurer, il vous faut une règle. Il vous faut une règle qui soit dans le même référentiel que la table. Parce que si l'objet il est en mouvement et que vous savez, il n'y a pas de simultanéité en relativité restreinte. Donc si vous mesurez, vous avez un objet qui bouge et que vous mesurez l'avant maintenant et l'arrière un peu plus tard, vous allez mesurer n'importe quoi. Donc il faut vraiment que ce soit simultané. Donc il faut que la règle elle soit dans le même référentiel, il faut qu'elle soit en train de bouger, qu'elle suive la table. Donc si je dessine une table comme ça, voilà, une magnifique table, et une règle, imaginons que la table fasse 1 mètre. Donc là il y a le 0 et là il y a le 1. Et s'il y a une contraction réelle de la table, vous imaginez qu'elle va très très vite, et que comme le pense Lorentz, elle se contracte dans cette direction. Le problème, c'est que pour mesurer ça, il n'y a pas de choix. Vous devez utiliser une règle qui est dans le même référentiel. La règle, elle doit suivre la table, sinon vous allez mesurer n'importe quoi. Et du coup, la règle, c'est un objet matériel, elle se contracte aussi. Et donc, vous mesurez toujours 1. Donc, vous ne mesurez pas de contraction. Donc, vous partez de l'hypothèse qu'il y a une contraction et vous aboutissez à la conclusion qu'il n'y a pas de contraction. Vous voyez que ça ne va pas. En plus de ça, s'il y avait vraiment une contraction, on sait qu'il y a des particules qui ont des vitesses extrêmement proches de la vitesse de la lumière. Et donc, elles seraient aplaties comme des crêpes pour de vrai. Ce ne serait pas un effet de relativiste de référentiel. Et donc, il y aurait une densité énorme et suffisamment d'énergie pour les faire se désintégrer. Donc, les protons qui traversent la galaxie pendant des années, ils se désintégreraient tout de suite, on ne les recevrait pas, quoi, ça va pas. On n'a pas le choix. Il faut postuler le fait que la vitesse de la lumière, elle est constante et que l'éther n'existe pas. Et ça, c'est Einstein qui va le faire. Et ça va donner le point de départ, le vrai point de départ de la relativité restreinte. Même si, effectivement, mathématiquement, la transformation, elle a été donnée par Lorentz avant. Mais Lorentz, il gardait l'éther et sa vision de la contraction n'était pas tout à fait correcte. Voilà, c'était l'histoire de l'expérience de Michelson et Morley, qui est l'expérience qui donne le lancement de la relativité restreinte et qui a permis de se débarrasser de ce concept d'éther.